Après la distance et après le mouvement, il reste une question fondamentale. D'où est-ce que nous regardons ? L'angle de prise de vue, ce n'est pas seulement la position de la caméra, c'est un point de vue. Il détermine la relation entre le sujet, l'espace et le spectateur. Dans ce nouvel épisode de Focus, nous allons voir comment les angles de prise de vue modifient la perception d'une image et ce qu'ils font ressentir. Maybe just your love handles. I have love handles. Yeah. Little ones. Truman, you're gonna be late. Okay. Commençons par l'angle le plus courant, la caméra à hauteur d'œil. C'est l'angle que nous utilisons naturellement dans la vie quotidienne, notre vision habituelle. Il est souvent perçu comme neutre, mais neutre ne veut pas dire sans intention. Cet angle crée une relation d'égalité. Ni domination, ni écrasement, il favorise l'identification, l'écoute, la proximité humaine. C'est l'angle qui permet le plus d'empathie. Il est fidèle au sujet et met le spectateur à son niveau, comme dans Le Loup de Wall Street, lorsque Leonardo DiCaprio brise le 4e mur et s'adresse à nous. Nous, spectateurs, sommes les égaux du personnage et il nous fait confiance. C'est l'angle le plus utilisé, justement parce qu'il passe inaperçu. Et ce qui passe inaperçu structure pourtant toute notre lecture de l'image. En plongée, la caméra est placée au-dessus du sujet. Le regard se fait descendant. Visuellement, le sujet paraît plus petit, plus fragile, parfois isolé dans l'espace. La plongée modifie immédiatement la perception de la puissance. Elle peut suggérer une faiblesse, une vulnérabilité, une perte de contrôle. C'est l'angle idéal pour désigner un héros en danger. Mais attention aux raccourcis. Une plongée n'est pas toujours synonyme de domination. Selon le contexte, elle peut aussi créer de la distance émotionnelle, une observation froide, une impression d'enfermement. La plongée peut également, comme on l'a vu dans l'épisode précédent, permettre de montrer la scène en entier ou rendre plus lisible un mouvement. Tout dépend de ce que l'on montre autour du sujet et de comment l'on amène notre intention. La contre-plongée inverse le rapport. La caméra est placée en dessous du sujet et elle regarde vers le haut. Le résultat est immédiat. Le sujet paraît plus grand, plus massif, plus imposant. La contre-plongée accentue la verticalité du cadre. Elle peut donner une impression de puissance, d'autorité, de violence. Au contraire de la plongée, elle peut montrer une menace et son ampleur. Mais là encore, ce n'est pas une règle mécanique. Une contre-plongée peut aussi traduire l'admiration, l'écrasement ressenti par un personnage ou la monumentalité d'un décor. On va magnifier un sujet. Il peut aussi être un choix artistique, un effet de style. L'angle ne dit rien tout seul, il agit toujours en relation avec le reste du cadre. Lorsque la caméra est placée très haut, presque à la verticale, on parle de vue zénitale, de God's Eye. C'est aussi la variante du Bird's Eye vu dans l'épisode précédent. Ici, le monde devient graphique, les corps se transforment en forme, les déplacements deviennent des trajectoires. Émotionnellement, cet angle crée une distance très forte. Il peut évoquer un regard omniscient, une abstraction, une perte d'humanité. C'est un angle puissant mais radical. Suivant la composition choisie, il permettra de mettre en lumière un mouvement avec neutralité ou apportera un sentiment de malaise, comme dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Il peut aussi apporter un jugement ou une symbolique, d'où le terme God's Eye. C'est aussi le regard de l'omniscience. Dans Minority Report, Steven Spielberg le rend intrusif pour marquer l'arrivée des robots araignées qui recherchent le personnage de Tom Cruise. Utilisé trop souvent, il coupe toute empathie. Utilisé ponctuellement, il marque une rupture claire dans la perception. L'angle ne se joue pas seulement en hauteur, il se joue aussi latéralement.
Filmer un sujet de profil ou de trois quarts modifie la relation au regard. On ne fait plus face, on observe. Cet angle permet de mieux inscrire un personnage dans son environnement. Il met en valeur la direction, le mouvement, la relation à l'espace. C'est un angle souvent plus discret, mais très narratif visuellement. Il invite le spectateur à suivre plutôt qu'à confronter. Idem, un plan de trois quarts arrière permettra de jouer sur la vision du personnage sans avoir besoin de vue subjective. Lorsque l'horizon n'est plus droit, on entre dans l'angle oblique. La caméra est inclinée sur son axe horizontal. Le monde bascule légèrement. Ce déséquilibre est immédiatement ressenti, même sans analyse consciente. C'est l'angle de l'instabilité, de la perte de repères psychologiques, de l'étrangeté, comme chez Terry Gilliam. On le retrouve beaucoup dans le cinéma expressionniste allemand d'après la Première Guerre mondiale, où la forme visuelle traduit l'état intérieur des personnages. Dans Le Troisième Homme, Carol Reed fait se perdre le personnage incarné par Orson Welles dans les ruines de Vienne et montre l'hostilité de l'environnement à travers des plans cassés. Une anecdote dit également qu'à la fin du tournage, l'équipe technique aurait offert au réalisateur un niveau à bulles pour lui rappeler les cadrages traditionnels et la notion d'espoir. C'est un angle fort qui doit rester exceptionnel. S'il devient systématique, il perd sa force expressive. Parfois, la caméra adopte clairement le point de vue d'un personnage. On parle alors de point de vue subjectif. Le spectateur ne regarde plus un personnage, il regarde à sa place. Cet angle crée une implication immédiate, il réduit la distance. Il peut renforcer la tension ou l'identification. Dans Shining, la confrontation entre Danny et les fillettes se fait en renvoyant en opposition deux plans subjectifs qui mettent tour à tour le spectateur à la place de l'enfant, puis à la place des fantômes. Et dans Christine, John Carpenter nous fait comprendre que la voiture est devenue vivante en nous faisant prendre conscience de sa jalousie à travers les plans subjectifs lorsqu'elle tue. Mais ce plan impose aussi une contrainte. Le cadre devient plus instable, plus limité, plus incarné. A l'inverse, un angle plus distant, plus frontal ou surplombant maintient une lecture objective. L'angle devient alors une manière de gérer la distance morale entre le spectateur et l'action. L'angle de prise de vue a toujours un impact direct sur la composition. Modifier la hauteur de caméra, c'est déplacer la ligne d'horizon, les verticales, le poids visuel du décor. Un angle bas libère souvent l'espace au-dessus du sujet. Un angle haut écrasera davantage le sol et les masses. Au-delà de la plongée et de la contre-plongée, la hauteur de la caméra joue aussi un rôle. À hauteur d'épaule, la caméra va souligner un regard, et ce plan sera surtout utilisé dans les conversations. À hauteur de hanche, pour les westerns essentiellement. À hauteur de genou, il va montrer un déplacement, une évolution, comme dans Forrest Gump, où il va permettre de montrer un environnement. Enfin, au niveau du sol, pour accentuer un sentiment de vitesse, par exemple. Dans Irréversible, Gaspard Noé montre l'agression du personnage de Monica Bellucci depuis un plan fixe, le seul du film, vu depuis le sol, dans le but de mettre le spectateur au niveau d'une scène de théâtre, et donc en témoin direct de la séquence. Sans entrer encore dans une théorie complète de la composition, retenez ceci. Changer l'angle, c'est réorganiser le cadre. La composition n'est jamais indépendante de l'angle. You must have worked some dipshit crews. I worked all kinds. En conclusion, l'angle de prise de vue est une prise de position. Il ne se contente pas de montrer, il oriente le regard. Après la distance et le mouvement, l'angle complète la grammaire de base de l'image. Dans le prochain épisode de Focus, on quittera la forme pour parler de la fonction et à quoi servent réellement les plans dans une scène, comment ils s'enchaînent et comment tout ce que nous avons vu jusque-là structure le récit. Comme toujours, si cet épisode vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et partagez. À très vite.
In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night.